Bienvenue à la seconde partie de notre leçon portant sur les virus et les viroïdes. Dans la première partie, nous avons entamé les caractères généraux des virus par leur nature et fonction ainsi que la manière dont ils pénètrent les cellules végétales. Nous continuerons cette fois avec les différents modes de transmission et la gestion des virus. Par la suite, nous terminerons avec les caractères généraux des viroïdes. En introduction, nous dirons que les virus sont des entités parasitaires obligatoires qui, pour se multiplier, doivent se trouver dans des cellules vivantes. De ce fait, la pérennisation de l'espèce sera donc un défi. Pour survivre alors, les virus seront transmis soit verticalement à la descendance de la plante infectée, soit horizontalement en contaminant d'autres plantes de la même espèce végétale ou d'autres espèces végétales différentes. Cette dernière voie ou voie externe ou voie horizontale fait intervenir en général des agents qualifiés de vecteurs. Les viroses étant des maladies généralisées, pour toute une série de plantes propagées par voie végétative comme les plantes ornementales, l'igname, la pomme de terre, le manioc ou le bananier, pour ne citer que ces plantes-là. Alors donc, ces plantes provenant de plantes mères infectées, on pourra observer une transmission de la maladie à la descendance. Comme sur cette image, nous avons un plant de bananier présentant des symptômes type viral et testé positif à au moins un virus comme le Cucumber mosaic virus. Les rejets fils provenant de ce plant pourront présenter une infection virale. Dans ce cas précis, il s'agit d'une transmission horizontale par la voie végétative. Plus d'une centaine de phytovirus sont transmis par la sémence. Cependant, il convient de distinguer les virus transmis par la graine pour chacun de leurs hôtes de ceux pour lesquels la transmission par la graine est plutôt l'exception que la règle. D'une manière générale, les phytovirus ne sont transmis par la graine que dans une proportion relativement faible, avec des taux de transmission de l'ordre de 0,1 à 30%. Toutefois, dans certains cas, plus de 50% des graines infectées sont porteuses du virus, et même dans un nombre limité de cas, l'entièreté de la sémence est infectée. Dans la plupart des cas, le virus semble prendre son origine au niveau de l'ovule ou encore dans les tissus tégumentaires, ce qui provoque alors l'infection lors de micro-blessures survenant à la germination. Exemple de virus transmis ainsi par la graine, le virus de la mosaïque de la tomate, chez la tomate, le virus des taches annulaires du tabac, transmis par des graines de soja et de tabac. Dans le cas du virus de la mosaïque du concombre, Cucumber mosaic virus, pour toutes les espèces végétales hôtes, il n'y a pas systématiquement une transmission par la graine. Parfois, la contamination prend son origine au niveau du pollen. Pour les virus très stables, on pourra observer une transmission mécanique par contact direct entre deux plantes voisines ou par l'intermédiaire de l'homme lors des opérations culturales. Par ailleurs, ce mode de transmission a été adapté pour réaliser des inoculations expérimentales de nombreux virus. Comme sur ces images, à gauche, en A, nous avons des plants de bananier présentant des symptômes type viral. On obtient un broyat à partir de quelques échantillons de feuilles infectées dans un tampon. Par la suite, ce jus de plante est appliqué sur des plants de tabac et de concombre sains, mais ayant préalablement été saupoudrés avec du carborundum capable de créer des micro-blessures. Quel constat faisons-nous alors après quelques jours d'observation? Sur les plans en B à droite, nous avons des symptômes de mosaïque sur la feuille de concombre. Nous avons également aussi des symptômes de chlorose et de boursouflure sur ces feuilles de tabac. Quelles conclusions pourrons-nous tirer de cette expérience? Nous pouvons dire que parmi les virus infectant ces plants de bananier, au moins un est transmissible mécaniquement. Parmi les modes de transmission des virus, c'est certainement la transmission par les insectes qui est la plus importante, tant sur le plan économique que sur celui du nombre de virus transmis. Cependant, il est évident aussi que parmi les nombreux insectes connus, seul un nombre limité a la capacité d'agir comme vecteur de virus. Ainsi, l'ordre des homoptères
contre le plus grand nombre d'insectes vecteurs avec les pucerons, les cicadelles, les aleraudes ou mouches blanches, vecteurs des géminivirus, comme le virus de la mosaïque du manioc, ou le virus de la jaunisse en cuillère des feuilles de tomates, ou encore des cochenilles vectrices de certains virus, comme le virus du gonflement des rameaux du cacaoyer. Plusieurs stratégies sont adoptées pour la transmission des virus par les insectes. Sur cette image, nous avons une représentation schématique de la transmission d'un virus par un puceron. On a l'acquisition du virus se fait lors de brèves piqûres dans le tissu superficiel de la plante hôte. Par contre, en B, l'acquisition du virus se fait après une période assez longue de l'insecte dans le phloème. Outre les insectes, d'autres vecteurs biologiques comme des acariens, des nématodes, des champignons, des phanéogrammes, parasites, sont aussi capables de transmettre le virus. Une fois une virose installée dans une parcelle, que faire? En d'autres termes, comment se fait la gestion des viroses? Il est important de dire qu'à ce jour, aucun traitement chimique contre les virus des plantes soit directement applicable aux champs. D'où l'application de méthodes de lutte préventive raisonnées, adaptées à chaque pathosystème, plante, hôte, virus, en incluant l'écosystème. Ces méthodes peuvent se résumer en 3 composantes principales. L'utilisation de semences saines dans un environnement sain, mise en place de pratiques culturales perturbant l'activité et l'efficacité des vecteurs, et enfin l'utilisation de plantes plus résistantes ou tolérantes aux infections virales. Après les phytovirus, nous abordons succinctement les caractères généraux des viroïdes. Ce sont des micro-organismes pathogènes, souvent très infectieux, plus petits que les virus, qui ont été découverts en 1970 par Diener. Ils sont constitués de petites molécules d'ARN séculaires, donc un seul acide nucléique, sans capacité codante, sans propriété antigénique. Leur réplication et leur multiplication dépendent de la machinerie cellulaire de l'hôte. Par contre, contrairement aux ARN des virus, les ARN des viroïdes ne possèdent pas de fonction messagère et ne conduisent donc pas à la synthèse de protéines particulières. Leur mode d'action dans la cellule hôte est encore très peu connu. Pour l'instant, il a été montré que l'ARN des viroïdes possède une structure secondaire avec de nombreux appareillements induisant une structure compacte composée de régions bicaténaires protectrices séparées par des boucles monocaténaires. Du point de vue de la structure secondaire, les viroïdes adoptent fréquemment une structure en bâtonnet, comme cette figure A. D'autres viroïdes possèdent généralement une structure en branche ou encore d'autres formes. La transmission des viroïdes est essentiellement mécanique et certains le sont aussi par la graine et le pollen et également des insectes peuvent éventuellement servir de vecteurs. Exemple de maladies dues à des viroïdes, les tubercules en fuseau de la pomme de terre, le nanisme, du chrysanthème. Maintenant que nous sommes au thème de cette leçon, que peut-on retenir? Que la compréhension des différents modes de transmission des virus est un préalable pour une gestion durable de ces bioagresseurs. Que les viroïdes, bien que leur mode d'action soit encore peu connu, sont des entités moléculaires responsables d'infections chez les plantes. Merci de votre attention et la suite avec les agents biotiques cellulaires causant des maladies chez les plantes.